en utilisant le bon d'apatite comme matériau de comblement. Des sessions qui sont très, très importantes, qui sont très bien faites, complètes, et il ne faut pas les louper. Donc, bon d'apatite et les implants, tout simplement pourquoi? Bien parce que la question se répète souvent dans nos groupes WhatsApp, dans le Hattar, bon d'apatite, et non seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, puisque je vous rappelle que ce matériau est utilisé dans énormément de pays dans le monde, aux États-Unis, en Espagne, en Italie. Il est utilisé aussi en Angleterre, en Allemagne, au Moyen-Orient, en Inde aussi. Et les questions se répètent, et c'est normal. Le dilemme, il est ainsi. Est-ce que lorsque l'on fait une extraction, faut-il greffer dans un premier temps, et puis 3 mois plus tard, après avoir greffé avec le bon d'apatite, implanter? Ou alors, est-il plus valable et meilleur pour le praticien et pour le patient d'extraire, d'implanter et de greffer avec le bon d'apatite en un seul temps? Nous essaierons aujourd'hui de voir dans ce dilemme comment choisir notre approche. Vous allez voir que ce dilemme reste un dilemme, et nous allons essayer de connaître plus profondément les propriétés du bon d'apatite pour savoir jusqu'où nous pourrons pousser ce matériau et jusqu'où il va falloir s'arrêter et travailler en 2 temps. Alors, l'avantage d'une opération en un temps, c'est simple, bien sûr, c'est une seule chirurgie, non pas 2. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Il est évident que lorsque vous extrayez quelques dents dans le secteur antérieur au maxillaire et que vous décidez de mettre vos implants le jour même de l'extraction et de combler quelques déficits osseux que ce soit un gap ou une déhiscence, nous allons le voir ensemble aujourd'hui, eh bien, vous prenez un risque. Vous prenez un risque de ne pas mettre l'implant où il faut, vous prenez un risque de ne pas d'enfoncer et d'implanter votre implant trop profondément, vous prenez un risque de faire un surcomblement avec le matériau ou un sous-comblement quelquefois, et à réparer, c'est difficile. En travaillant en 2 temps, alors c'est vrai que nous avons un inconvénient majeur, c'est qu'il faut faire 2 chirurgies, mais on peut rattraper une erreur. Et ça, nous allons le voir ensemble. Alors, les conditions pour travailler en un temps. C'est-à-dire en un temps, je répète, ça veut dire que vous mettez votre implant le jour même de l'extraction et avec comblement du bon d'apatite. Alors, première chose, il faut avoir une stabilité primaire de l'implant. Et ça répond à la question qu'on me pose souvent. Est-ce que lorsque je mets un implant, le bon d'apatite favorise sa stabilité? Non. C'est vrai qu'il paraît dur, le bon d'apatite. Il paraît solide, stable, compact et dur, mais il n'intervient en rien dans la stabilité primaire de l'implant, puisqu'il va se transformer en os du patient durant une période de 3 mois et plus. Donc, le bon d'apatite ne sert pas à stabiliser l'implant. Il faut que notre implant ait une stabilité primaire. Deuxièmement, il faut absolument que notre implant soit dans un coffrage osseux. Et ça, nous allons le voir. C'est-à-dire que si votre implant dépasse le mur osseux vestibulaire, que ce soit à la mandibule ou au maxillaire, alors il ne faut pas le faire. Il faut d'abord élargir votre crête ou d'abord faire votre comblement osseux, attendre, puis mettre dans un deuxième temps votre implant dans une situation idéale. Et troisième élément intervenant, c'est d'évaluer la difficulté de l'opération et d'essayer d'évaluer, tout ça c'est dans le futur, mais vous devez essayer de faire cette évaluation pour voir et pour peser le pour ou le contre. Alors, nous allons voir ça ensemble. Et ce cas-là, je vous demande de bien le retenir. C'est simple, hein, une jeune femme de 40 ans qui est venue se faire extraire une racine de prémolaire pour
pour mettre un implant à la place. Seulement, après le CBCT, regardez ce que nous voyons. Alors, c'est très intéressant. Nous avons un mur vestibulaire existant qui est là, mais pas de mur palatin. Par contre, nous avons nos 7 mm, 6, 7, 8 mm d'os après le culot de notre alvéole. Ainsi, la tenue de notre implant, sa stabilité primaire sera assurée. Mais par contre, nous aurons au moins 8 mm d'implant en palatin qui présenteront une déhiscence. Que faut-il faire? Travailler en deux temps, donc extraire cette dent, mettre du bondapatite sans membrane, sans lambeau palatin, et attendre qu'on ait une reconstitution et une reconstruction osseuse, puis après implanter dans un endroit idéal, ou non, mettre l'implant le jour même de l'extraction, avoir cette déhiscence, mettre du bondapatite en palatin et refermer tout ça. L'enjeu est grand. Vous allez me dire, tant pis, si ça ne marche pas, une prémolaire, on refera l'implant, ça n'est pas très grave. Écoutez, il faut savoir que la perte d'un implant entraîne des dégâts importants. Les rattraper, c'est faisable, nous allons le voir. Mais on rentre dans un autre type de chirurgie. Maintenant, si nous voulons parler de techniques traditionnelles, sachez que pour réaliser un cas pareil, avec des granulés, quels qu'ils soient, des granulés de matériaux de bonne qualité, comme le bios et les membranes de BioGuide, qui sont de très bons matériaux, eh bien, il faudra, dans un cas pareil, faire un lambeau palatin très profond. Il faut arriver au moins jusque-là. Il faudra faire un lambeau palatin qui va au moins arriver à la canine et au moins à la deuxième molaire pour pouvoir bien dégager tout ça. Mettre nos granulés, mettre une membrane qui devra être ou cloutée ou non cloutée, qu'importe, en palatin, recouvrir la partie crestale pour tenir et faire un coffrage de notre matériau granulé et faire déborder aussi, après avoir fait un lambeau vestibulaire, et bien faire déborder notre membrane en vestibulaire. Pour pouvoir recouvrir cette membrane-là, parce qu'elle doit être recouverte, il faudra faire un lambeau vestibulaire d'épaisseur totale au début, puis d'épaisseur partielle, pour pouvoir le tirer. Croyez-moi, ça n'est pas facile. Cette petite prémolaire à traiter par des traitements conventionnels, de matériaux conventionnels, c'est très compliqué et très lourd. Alors, que faire avec un cas pareil? Eh bien, ça, je vous laisse cette question jusqu'à la fin de notre webinaire. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Je ne vous dis pas que c'est la solution idéale, mais je vous laisse réfléchir, garder cette question en tête, garder ce cas en tête. Nous le retrouverons en fin du webinaire. Alors, nous allons commencer par des cas simples qui s'appellent le gap. Le gap, tout simplement, eh bien, c'est une différence de diamètre entre une alvéole et l'implant. Il est évident qu'on ne peut pas laisser cet espace vide tout simplement pour que les cellules épithélioconjonctives ne puissent pas pénétrer dans cet espace. Donc, il va falloir combler. Quand on met un implant dans une alvéole, il est bien de le mettre 1,5 mm à 2 mm en dessous de la crête. Et là, il va falloir combler. Eh bien, lorsqu'on met du bondapatite sur un gap pareil, il suffit tout simplement de le mettre au-dessus, d'appuyer avec la compresse au-dessus. On ne cherche pas à remplir le gap entièrement, pas du tout, mais de faire un bouchon avec notre bondapatite. Nous connaissons les propriétés du bondapatite, ce ciment qui ne permet pas aux cellules épithélioconjonctives de pénétrer à l'intérieur du matériau. Donc, nous sommes comme avec une barrière. Ce phénomène de barrière a été déjà énoncé dans énormément d'articles professionnels. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a fermé tout ça. Voilà ce qu'on a obtenu 4 mois après. Alors, vous pouvez voir, ici, c'est fermé. Là, ça a été fait il y a maintenant 5 ans, ce cas-là.
Ici, c'est fermé aussi, on peut très bien le voir là. Donc, voici comment on ferme un gap. C'est simple. Il suffit de mettre le matériau appuyé avec une compresse. On va le voir dans d'autres cas. Voici un monsieur qui est venu de Belgique pour se faire mettre un implant. Écoutez, lorsqu'on voit ceci, alors, première chose à voir, est-ce que si je mets mon implant le jour même, est-ce que je vais avoir une stabilité de mon implant? Il semblerait que oui. J'ai quand même 4 mm ici, après le culot de mon alvéole. L'axe de mon implant, bien sûr, ne sera pas l'axe de ma dent, mais sera l'axe que me donne l'os restant. Alors, c'est ce que nous avons fait. Entre-temps, nous voyons, on a une papille qui est épaisse. Il faut la conserver, mais on sait qu'avec le bon d'apatite, on va pouvoir conserver ces deux papilles-là très facilement. Maintenant, cette dent est a un diamètre très important. C'est ce que nous voyons ici. Mais surtout, là, vous voyez, on risque d'avoir une déhiscence. Et si ce qui est arrivé, regardez cette photo, lors de la mise de l'implant, 2 mm en dessous de sa crête, nous avons vu la déhiscence présente. Donc, dans un cas pareil, oui, on traite ça formidablement bien avec le bon d'apatite. Aucun souci, vous mettez du bon d'apatite ici, vous fermez bien sûr avec votre vis de fermeture votre implant, vous mettez du bon d'apatite aussi au-dessus de l'implant pour fermer le gap, tout simplement. Eh bien, voilà, il est reparti en Belgique pour faire sa couronne. Voilà ce que nous avons 1 an et demi après lorsqu'il est revenu pour faire un implant sur cette dent-là. Eh bien, malgré une hygiène très, très moyenne, voici ce que nous avons obtenu 1 an à 1 an et demi après avoir réalisé l'implant. Cette papille a été conservée d'une manière formidable, ainsi que celle-ci. D'ailleurs, on voit moins d'irritation ici que là. Regardez, vous avez l'habitude de cet os qui continue à se calcifier et qui vient quelquefois même au-dessus de l'implant. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que lors de la réalisation du CBCT pour la deuxième dent, eh bien, nous avons vu ici tout simplement une corticale qui est venue, corticale osseuse, qui est venue traiter notre ancienne déhiscence. Donc, dans le cas d'une petite déhiscence pareille, et regardez, nous sommes vraiment à l'endroit idéal là pour l'implant. Donc, dans un cas pareil, oui, vous implantez et vous mettez votre bande d'apatite. Alors, je vous demande de regarder ce cas-là. Ce cas-là est intéressant parce que, alors, nous allons mettre 2 implants ici. Okay, je ne parlerai pas de l'élévation du sinus par voie cristal, c'est le travail du Dr Berg dans quelques jours, mais je parlerai surtout de ceci. Nous avons une dent qui est une 27, qui est donc très large. Il va falloir mettre un implant ici, en position 7. Nous avons de l'os après le culot de notre alvéole. Donc, nous allons avoir une stabilité. Nous avons une largeur très importante ici. Voyons un petit peu comment gérer ça. Alors là, voilà l'endroit pour la... Et voilà ce que je voulais vous montrer. Voilà. Nous avons 14 mm et là, nous avons au moins 10 mm ici de largeur de notre dent où nous voulons implanter. Nous allons avoir nécessairement un gap. Alors, on va voir comment on va traiter ça. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, avec le bon d'apatite, on ne fait pas de lambeaux d'épaisseur partielle, on ne fait que des lambeaux d'épaisseur totale. Ici, eh bien, il y aura 2 élévations du sinus par voie cristale à réaliser. Je vais passer. Je vais vous montrer juste le traitement de ce gap. Voilà l'extraction de la dent. Alors, je m'excuse, hein, c'est difficile à filmer. Hein, nous sommes sur une 7 du haut. Alors, on va passer tout ça pour arriver maintenant à ceci. On a fait donc nos élévations du sinus par voie cristal. Je laisse le soin, donc, encore une fois, au Dr Berg de nous proposer son webinaire dans quelques jours. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est, voilà ce gap-là, vous le voyez, il est énorme. Hein, et il va falloir ne pas louper notre opération. Il va falloir avoir de l'os tout autour de notre implant.
Alors, pour faire, encore une fois, une procédure pareille avec des techniques traditionnelles et des matériaux traditionnels, eh bien, il va falloir tout simplement mettre des granulés ou une pâte. Il va falloir mettre une membrane, et cette membrane, il va falloir la recouvrir entièrement avec un embout. Sur une CEDIO, croyez-moi, ce n'est pas facile. Si on veut faire les choses bien, ce n'est pas facile. Alors, on va voir comment on va régler ce problème avec le bon d'apatite. On met notre implant, le gap est toujours présent. Vous avez du sang qui est présent, surtout, vous ne l'aspirez pas. Hein, laissez ce caillot faire son travail. C'est pour ça que vous verrez un petit peu moins bien, mais ce n'est pas très grave, c'est pour le bien du patient. On laisse ce caillot persister. On met notre bon d'apatite. Alors, il y a un enjeu là, c'est qu'on aurait pu mettre le bon d'apatite le jour de l'extraction et puis attendre 4 mois pour pouvoir réimplanter. Alors, quand il s'agit de des gaps comme celui-ci, par exemple, eh bien, voilà, on appuie fortement. Ah, je m'excuse, je dois revenir. On a eu un petit loupé technique, mais voilà, on va revenir où nous étions. Nous étions à peu près là, voilà, un petit peu plus loin. Voilà, OK. On va laisser le film se terminer. Donc, on a appuyé fermement avec la compresse pour faire durcir le bon d'apatite et le rendre compact. Et là, nous avons terminé le traitement de notre gap. Il faut enlever bien sûr les surplus, vous avez l'habitude, mais il faut avoir ce bon d'apatite compact. Nous fermons, alors il est encore ouvert, hein, il est encore. Eh bien, nous mettons notre Madbeka, notre pansement intraoral, vous avez l'habitude. Regardez au bout de 7 jours, cette cicatrisation, vous avez l'habitude. 1 mois, ça paraît extraordinaire. Et regardez ce que nous avons obtenu au bout de 4 mois. Alors, le traitement, je vous rappelle que la dent était ici, hein, elle faisait environ 10 mm. C'est un implant qui fait 5 mm seulement de diamètre. Nous avions 5 mm de gap, c'est beaucoup. Mais ce genre d'opération, vous pouvez le faire en une fois. Dès le moment où vous respectez, premièrement, la stabilité de votre implant. Deuxièmement, que votre implant soit dans une infrastructure, une boîte osseuse. Et c'est le cas dans un gap. Et, troisièmement, le recouvrir le bon d'apatite, eh bien, on a tous les moyens aujourd'hui pour le couvrir. Dans ce cas-là, c'était une Madbeka, donc un pansement intraoral. On a eu un résultat impressionnant, très beau, qui nous a permis de continuer. Voici l'élévation du sinus pavolateur crestal que nous avons réalisé. Et voici au bout de 6 mois, lors de la mise en place des bagues de cicatrisation. Donc, voici pour le gap. Nous allons voir maintenant la déhiscence. Alors, pour le gap, on répète, dans notre dilemme, eh bien, écoutez, le dilemme n'est pas très grand. Si le gap est important, nous allons voir aussi quelques déhiscences et des gaps de grande importance, vous pouvez y aller, si vous respectez les 3 conditions dont nous avons parlé. Maintenant, la déhiscence. Alors, voyons un peu, à l'aide d'une animation 3D, de quoi parle-t-on? Voilà, lorsque vous extrayez une dent pareille, ça n'est qu'une animation, hein, mais elle nous permet de comprendre les choses un petit peu mieux, et que vous avez des spires qui sont découvertes, votre implant est quelques millimètres en dessous de votre crête, vous mettez votre bon d'apatite, vous appuyez fermement à l'aide de votre compresse, fermement, environ 3 à 5 secondes, et surtout pas de membrane. Vous voyez que le matériau est compact, hein, ça c'est une petite image pour voir qu'il est stable et compact, qu'il est dur. S'il est déjà infiltré par le sang, vous le resséchez avec votre compresse.
et vous refermez. Comme l'a dit Ricci et Pecora dans le journal au Forum d'implantologie en 2002, eh bien, il agit sur l'angiogénèse et il se transforme en os du patient. Bon, vous allez me dire, écoutez, c'est une animation 3D, je suis tout à fait d'accord. Nous allons voir maintenant, à l'aide de nombreux cas cliniques, dans quel cas vaut-il mieux attendre et reconstruire l'os, et dans quel cas on peut se permettre de mettre l'implant et de traiter la déhiscence. Alors, lorsque vous avez un cas pareil, où cette femme est venue pour tout simplement, après un implant échoué, eh bien, nous avons enlevé l'implant. Lorsque vous avez un déficit osseux de cette dimension, de cette taille, ben oui, vous pouvez vous permettre de mettre l'implant. Regardez, il est 2 mm en dessous de la crête, il est dans une boîte osseuse. Nous avons ici du sang, c'est extraordinaire. C'est un cas idéal. Alors oui, on peut se permettre de faire une chose pareille, même si en enlevant le sang, eh bien, nous aurons des spires et énormément de spires d'implants qui vont être découvertes. Là, on ne le fait pas parce qu'on a besoin de ce sang, mais c'est un très bon cas. Alors, on ne se risque pas beaucoup, dans un cas pareil, à mettre notre bande apatite, d'appuyer fermement, de fermer, comme vous le savez, et voici 2 ans après le résultat. Alors, vous avez l'habitude de cette os qui vient, mais là, ce n'était pas le cas puisque c'est en vestibulaire. On n'a pas pris de CBCT pour voir ce qu'il en est en vestibulaire, mais si elle est comme ça depuis 2 ans, eh bien, on pense que tout va bien. Donc, dans un cas pareil et dans un cas similaire, comme celui-ci, qui ressemble beaucoup à celui que nous avons vu, une femme qui a subi une extraction chez un praticien sans comblement est venue pour se faire des implants chez nous. Eh bien, lors du nettoyage, eh bien, nous mettrons un implant ici, okay, sans souci. Mais là, par exemple, lorsque nous avons nettoyé le tissu de granulation, eh bien, regardez, nous avons une très belle déhiscence là. Il va falloir nettoyer tout ça aussi. Et une fois que vous avez ça, bon, bien, vous pouvez imaginer, et c'est là où il faut faire marcher votre imagination et votre vision dans l'avenir. Est-ce que si je mets un implant ici, est-ce que je mets en péril mon implant? Eh bien, si je le fais en un temps, en 2 temps, c'est sûr que non. En un temps, eh bien, écoutez, est-ce que nous sommes dans une boîte osseuse? Oui. Est-ce que nous avons du sang? Oui. C'est bon. On est bien. La stabilité de l'implant, eh bien oui, on va avoir une belle stabilité. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ici. L'implant a été mis, vous voyez, nous avons mis le bond d'apatite, et regardez le très beau résultat que nous avons obtenu, même au niveau des tissus gingivaux, seulement grâce au bond d'apatite, parce que vous savez pertinemment, et Thomas l'a dit, Richie l'a dit aussi, et aussi Kim l'a dit, que le tissu épithélio-conjonctif ne pénètre pas le bactério. Nous avons une très belle gencive kératinisée autour de cet implant. Voici 3 ans après le résultat obtenu. Bon, donc, dans ces petits cas, ça a l'air d'aller. On peut se permettre de mettre l'implant le jour même de l'extraction avec notre comblement osseux. Voici un cas qui a été réalisé voici 7 ans. Je m'excuse des photos, nous n'avions pas le même matériel en ce temps-là. Eh bien, ce patient nous a été envoyé pour une centrale qui est mobile, décolorée et mobile. Et voici ce qu'il en est. Alors, vous remarquez qu'ici, nous avons une récession gingivale. Que se passe-t-il en dessous? Eh bien, on le voit au CBCT, regardez. Entre la jonction amélo-sémentaire et notre bord osseux vestibulaire, nous avons au moins 3 à 4 mm d'os disparus. Par contre, nous avons un élément qui est très, très favorable, c'est qu'après le culot de notre alvéole, nous avons au moins 13 mm d'os existants. Alors, dans ce cas-là, bien que ce soit un cas esthétique, donc précaution, cas esthétique, on ne peut pas faire d'erreur là. Eh bien, il m'a semblé que c'était un cas favorable pour faire eh bien, l'opération en un temps. Mettre l'implant, voici l'implant, malgré une déhiscence de 3 à 4 mm, parce que nous sommes en dessous, encore une fois, de notre crête osseuse. Notre implant tient parfaitement, nous avons énormément d'os après le culot de l'implant, le culot de l'alvéole, pardon. Mais, et cette petite déhiscence-là, eh bien, on va pouvoir la traiter avec le bond d'apatite. C'est ce que nous avons fait.
le patient nous a demandé de faire une mise en charge immédiate, ce qui est, ou une mise en esthétique, en fin de compte immédiate, qui est périlleux, il faut le savoir. Le matériau n'y est pour rien. Hein, c'est tout simplement une mobilité d'un implant qui risque de faire partir l'implant. Dans ce cas-là, ça ne s'est pas fait. Et voici 7 ans après, la couronne qui a été réalisée. Ça, c'est le docteur Amar qui a fait ce soin-là, un très beau soin. Et regardez, 7 ans après, où nous sommes. Alors, de quoi parle-t-on? On parlait donc d'une alvéole avec une petite déhiscence de 3 à 4 mm de notre implant, mais beaucoup d'os après le fond de l'alvéole et surtout un implant qui se trouve dans une boîte osseuse, dans un coffret osseux. Une patiente qui nous a été envoyée pour tout simplement enlever ces 2 canines et puis mettre un bridge sur un plan. Nous avons décidé de mettre des implants en 3 et en 2 de chaque côté, 3, 2, 2 et 3. Par contre, au niveau de la 2, voilà ce que nous avons. Alors, sûrement le résidu d'une infection périapicale de la 2 qui n'a pas été comblée. Alors, le jour, là, dans un cas pareil, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on comble ça et on attend ou pas? Eh bien, nous avons décidé, grâce aux paramètres que nous avions, de cette hauteur d'os va nous permettre d'avoir une très bonne stabilité. Nous aurons en fin de compte qu'une petite déhiscence ici que nous voyons. Donc, nous avons décidé de mettre l'implant le jour même de notre extraction et de réaliser le comblement osseux de cette petite déhiscence. Elle repart avec son bridge provisoire sur les 2 canines. Alors, dans un cas pareil, on va avoir un bon résultat parce que, regardez, lorsque nous avons extrait la canine dans une deuxième séance, eh bien voilà, nous n'avons plus de déhiscence et nous avons pu utiliser cet implant-là pour faire tenir maintenant un bridge provisoire puisque la canine est enlevée et traiter ce gap par la même occasion. C'est un bon cas, nous l'avons vu tout à l'heure. Vous remarquez les lambeaux à minima. Hein, et voilà, voilà comment nous avons traité ce cas. Un autre cas, alors ça c'est un cas particulier, où tout simplement, je vous dis sincèrement, lorsque je voyais et j'ai vu cette canine que nous devions enlever, elle nous a été envoyée pour ceci, il n'était pas question d'utiliser les autres implants pour faire un bridge sur un plan, ça entraînait trop de dégâts et trop de dépenses. Donc nous décidons d'enlever la canine et de mettre un implant, un cas qui paraît tout à fait simple. Seulement l'extraction de la canine s'est très mal passée. Nous n'avons pas du tout de mur vestibulaire. Alors croyez-moi qu'à ce moment-là, je n'étais pas sûr de travailler en un temps. J'ai essayé. Comprenez mon soupçon à ce moment-là et partagez-le. Il n'est pas facile. Mais j'ai décidé quand même de mettre l'implant. On n'a pas beaucoup de sang. La boîte osseuse, c'est vraiment limite. Je pense que là, c'est un cas extrême. Nous avons mis le bon d'apatite quand même, fermé. Voici tout simplement 4 mois après. Et voici le résultat 4 ans après. Alors, c'est important. On va le dessiner ici. C'est cette dent-là qu'il faut voir. Et regardez un petit peu la qualité de la gencive 4 ans après. Donc, nous n'avons pas de souci que ça a bien marché. Nous ne l'avons pas envoyé pour faire un CBCT. Mais encore une fois, c'est un cas extrême. Un autre cas d'un frère d'un praticien qui est décédé. Et notre confrère lui avait fait 2 implants sur central. Il vient maintenant chez nous pour traiter tout simplement cette dent-là et faire un traitement implantaire avec une mise en esthétique immédiate. Seulement, quand on voit ça, on aurait pu croire que tout se passe bien. Mais comme je vous ai dit lors de la deuxième session, eh bien, le diagnostic l'analyse ne pourra être finale que lorsque on fera un sondage et après l'extraction. Et regardez ce que nous avons après l'extraction. C'est terrible. Nous sommes dans un secteur esthétique. Regardez la crête, regardez le fond de ce déficit osseux. Alors, on n'a pas beaucoup de choix.
On n'a pas préparé ici de prothèse provisoire. C'est un peu surprenant pour le praticien. Remarquez les incisions. On n'a pas touché à la dent qui est couronnée sur un plan. Voilà. Et même l'incision ne correspond pas tellement à ce que nous avons dit. Nous sommes trop proches du déficit osseux, mais ce n'était pas prévu, tout simplement. Donc, dans un cas pareil, alors on a décidé de mettre quand même notre implant. Nous l'avons enfoncé un peu plus que 1,5 mm à 2 mm pour avoir moins de déhiscence, car nous sommes tout juste au niveau de la boîte osseuse. On met le matériau, on ferme, il repart avec sa dent provisoire, et voici le résultat 5 ans après. Formidable. Un très très beau résultat. Voici l'implant dont nous parlons. L'implant s'arrête ici, donc nous avons vraiment un bon résultat. C'est pas facile, ça n'est pas facile tout simplement parce que vous avez une mise en esthétique immédiate et vous savez très bien que le patient a 50% de responsabilité quant à la réussite de notre traitement dans les mises en esthétique immédiate ou mises en charge immédiate. Donc, il y a un facteur que nous ne dominons pas, mais dans ce cas-là, ça s'est bien passé. Donc, un cas pareil, eh bien, surprise lors de l'extraction, je vous le rappelle, mais il fallait faire face. Eh bien, on a mis un peu plus profondément notre implant pour avoir une déhiscence un peu moins grande, et nous avons comblé tout ça avec le bond d'apatite pour avoir un bon résultat. Alors, voici un autre cas. C'est une femme qui est la femme d'un des responsables de la boîte Ogma, qui est venue pour se faire traiter, enlever les 4 incisives centrales et latérales et mettre 2 implants. Seulement, ici, nous avons un déficit osseux très important. Même si nous mettons notre implant, et c'est ce que nous allons faire en 32, nous allons avoir en mésial de 32, nous allons avoir un déficit, une déhiscence important. Et non seulement ça, regardez, notre curette passe au travers de ce mur vestibulaire pour montrer un tunnel, tout simplement. Alors, nous avons mis dans un cas pareil, oui, nos implants, on les a mis ici. C'est vrai qu'on n'a pas d'os, que c'est très profond, mais regardez, on a une très belle boîte osseuse ici. Donc, on peut se permettre de faire ça, de mettre nos implants, de combler dans cette boîte osseuse, surtout ne pas casser ce mur vestibulaire osseux qui va nous aider à apporter du sang et à transformer notre bond d'apatite en os. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis notre bond d'apatite fermé en tension et regardez seulement à 4 mois la beauté de cet os qui va continuer à se calcifier. Vous avez l'habitude maintenant entre ces 2 implants et la beauté de notre tissu gingival. Vous avez aussi l'habitude, pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs années, que le bond d'apatite permet une croissance et une reformation de gencives kératinisées. Alors, dans un cas pareil, vous allez voir que notre décision a été mitigée. Nous avons ici donc une personne qui ne se brosse pas bien les dents, bien sûr, et qui a un problème parodontal généralisé, stade terminal. Et il va falloir traiter ça. On va utiliser les dents qui sont encore bonnes pour faire un support de bridge provisoire, donc ça va nous aider énormément. Nous avons une perte osseuse très importante ici. Regardez à quel niveau nous sommes par rapport à la jonction émaillement de cette dent-là. Et nous allons mettre donc un implant ici, c'est la position distale, un implant mésial ici en 2, et nous allons voir et mettre aussi 2 implants en 2 et en 1. Nous avons extrait les dents. Voici comment ça se passe. Ça saignait énormément, excusez-moi pour la photo, mais tout simplement, nous avons décidé de mettre, oui, des implants à ce niveau-là, de combler les alvéoles, d'accord, mais ici, nous n'avons pas mis d'implant. La déhiscence était trop importante, le déficit osseux trop important, donc nous avons comblé. Remarquez la très belle qualité de gencive que nous avons obtenue seulement en 2 semaines, c'est vraiment formidable. Et voici donc cet implant dont nous avons parlé, le comblement osseux de cet alvéole,
la déhiscence ici comblée avec le banc d'apatite, et ici, notre comblement osseux qui nous permettra de mettre notre futur implant. Alors vous allez me dire, mais David, comment as-tu pris la décision de mettre un implant dans une alvéole et dans 3 alvéoles, et dans celle-ci, tu n'as pas pris la décision? C'est vrai, mais le déficit osseux était trop important. Mon risque était trop important. Donc ici, on le fera en 2 temps. La même chose chez ce patient. Ce patient est arrivé avec une canine incluse et un bridge, 2 bridges qui bougent énormément. Alors, il se décide tout simplement pour enlever sa canine incluse, c'est ce que nous avons fait, et nous avons comblé tout ça avec le banc d'apatite. 3 mois plus tard, ça prend une très belle forme, c'est bien. Maintenant, entre-temps, on lui a changé ça en bridge provisoire. Regardez ce qui s'est passé. Un déficit énorme ici. Et ici aussi, un déficit qui ne va pas nous aider du tout. Et regardez ça. Regardez ce déficit qui est celui-là, donc. Ce petit rebord osseux qu'il va falloir garder à tout prix. Et le déficit très important qui se trouve là. On le voit mieux sur cette photo. Regardez ça. Ce déficit est énorme. On ne mettra pas d'implant dans cet endroit. Par contre, dans cette alvéole-là, malgré une déhiscence et un gap, on est bien. On est bien tout simplement parce que notre implant est encore une fois stable. Il est 2 mm en dessous de notre crête et il est entouré d'une boîte osseuse. Celui-là n'a pas de problème, il est entièrement entouré d'os. Là, on va combler parce que c'est énorme. Et regardez ce gap ici. Ça a été fait quelques mois, non, 1 mois, je crois, avant donc l'épisode du virus corona. Regardez-moi un petit peu ce gap énorme. On recouvre tout avec du banc d'apatite. Tout, c'est-à-dire même la tête des implants, ça n'est pas grave. Et on ferme ça en tension. Alors, quand on veut que ce soit bien, on met une petite mat BK qu'on n'a même pas suturée, on l'a fait tenir par le bridge provisoire qui tient sur les implants d'autres implants. Regardez en 2 semaines seulement cette cicatrisation merveilleuse. C'est extraordinaire. Une gencive attachée de très belle qualité. Ça, ce sont des fils de suture. Et je vous rappelle que nous avions ici un déficit important, un déficit osseux très important. Ici, nous avons un implant avec un gros gap. Et ici, la même chose, un énorme gap. C'est vraiment formidable. On attend le déconfinement pour pouvoir commencer le travail. Et vous verrez la suite de ce cas-là plus tard. Donc, ici, oui, on a décidé de mettre les implants le jour même des extractions parce que nous avons au moins nos éléments objectifs de stabilité, de boîte osseuse que nous avons respectés. La même chose chez ce patient, lorsque vous avez un cas pareil, une parodontite sévère au stade terminal, eh bien, là, il va falloir choisir. Le patient veut partir avec des dents. Alors, il est évident que vous ne pouvez mettre un appareil amovible complet dans un cas pareil, ça ne nous aide pas beaucoup et généralement, les patients ne sont pas tellement d'accord. Donc, il va falloir trouver une solution. On a décidé de tout simplement utiliser un implant qu'on mettra à la place de 7 prémolaires. En distal, ici, on est très, très bien. On va pouvoir implanter comme il faut et de laisser ceci pour l'instant en place pour avoir une espèce de fermeture et pour garder notre fermeture, notre DVO, et aussi tout simplement pour soulager un petit peu notre bridge. Maintenant, lorsque nous allons réintervenir ici, eh bien, je ne mettrai pas d'implant le jour même de l'extraction de ces dents-là. Non. Par contre, ici, oui, on va mettre des implants comme vous le voyez. Après les extractions, c'est un cas qui a été fait il y a 4 ans maintenant, ça saigne beaucoup. Je m'excuse encore une fois, mais ce n'est pas facile de prendre des photos lors de chirurgie lorsque les patients saignent. C'est dû à une parodontite sûrement qui est très active. Donc, on a mis du banc d'apatite partout et on a fermé tout ça. Voilà. Alors, voilà comment c'est sorti. On a fermé tout ça en tension. Nous avons 2 ou 3 mm, pas plus, de bancs d'apatite qui sont encore non recouverts. Ça n'est pas grave, pas plus de 2 mm. D'accord? Ça va se refermer très bien. Les cellules, les pitules conjonctives vont venir crépiter au-dessus du matériau pour terminer leur évolution, leur cicatrisation.
regardez un petit peu ce que nous avons obtenu et regardez aussi, maintenant, je vais pouvoir réaliser mes implants ici. Tout simplement parce qu'on a travaillé en 2 temps. Ici, on a travaillé en 1 temps. Ici, on a travaillé en 2 temps. Et regardez la formidable gencive que nous avons obtenue et il est retourné chez son praticien pour faire son bridge définitif. Donc, dans un cas pareil, nous avons travaillé les 2 tiers en 1 temps et le tiers postérieur droit en 2 temps. La même chose chez cette dame-là qui nous a été envoyée pour un traitement implantaire. Alors, c'est un choix. Elle a décidé qu'elle voulait des implants, bien que nous aurions pu sauver cette dent-là, bien sûr. Cette dent-là aussi et cette dent-là aussi, nous aurions pu la sauver. Ça, un petit peu moins. Ça, c'est sûr que non. Tout ça, non. Maintenant, c'était un grand dilemme. Fallait-il faire un bridge ou pas? Elle a décidé que non, avec l'accord de son praticien. Donc, il fallait tout enlever. Lorsque nous avons enlevé tout ceci, vous voyez bien que nous avons des dents qui sont très longues. Nous avons des dents qui sont larges aussi. Donc, voilà le genre de gap que nous allons avoir. Eh bien oui, dans un cas pareil, nous devions lui donner aussi un bridge provisoire. Donc, on n'a pas tellement le choix. Là, il va falloir bien travailler, mettre vos implants dans un axe qui vous permettra d'avoir vos implants dans une boîte osseuse, ne pas utiliser des alvéoles qui sont trop grandes ou qui ne nous permettent pas d'avoir une stabilité d'implant à cause de tout simplement ici du nerf dental inférieur. Et nous avons des gaps. Eh bien, on va les traiter, ces gaps-là. C'est un bon cas. Ça, c'est un cas qui est tout à fait favorable. On met du bande apatite autour de tous nos gaps, on ferme tout ça en tension. Vous voyez, elle est repartie avec son bridge provisoire 3 mois après. Regardez la belle gencive que nous avons. Et voici l'état de la gencive 2 ans après la réalisation du bridge. Donc, dans ce cas-là, oui, vous pouvez vous permettre de faire une reconstitution avec des implants et des comblements osseux le jour même de l'extraction. Si vous sentez qu'un implant n'est pas assez stable, si vous sentez que vous avez besoin de le mettre un petit peu plus profondément, faites-le. Faites-le et aussi ne le mettez pas en charge. Donc pour ça, il faut augmenter le nombre de piliers. Ça, vous le savez. Alors, ce patient-là, maintenant, est venu. Il est tout simplement professeur à l'école, instituteur, et il a demandé un traitement. Que faut-il faire après l'extraction de cette énorme canine et de cette prémolaire? Non, mais regardez-moi un petit peu cette alvéole. Alors, dans un cas pareil, vous faites attention de bien préserver votre mur vestibulaire. Et une fois que vous avez ça, eh bien, vous êtes comme un roi. Vous savez très bien que votre implant va être stable. C'était le cas de cette personne-là. Nous avons un gap. Le bande apatite, c'est parfaitement traité un gap pareil et aussi un gap comme celui-ci. On le voit un peu mieux là. Gardez-moi cette os ici, il va nous servir. Vous mettez déjà vos piliers et même vos couronnes provisoires avant de mettre votre bande apatite. Pas de membrane. On est d'accord, on répète tout ça, mais c'est très important. Il faut garder les protocoles. On met le bande apatite après avoir mis le bridge provisoire, tout simplement parce que ça nous a permis d'enlever le ciment débordant pour que ce soit propre, tout ça. On a mis notre bande apatite, on l'a suturé. 5 ans plus tard, regardez un petit peu l'état de notre os et l'état de notre gencive. C'est le docteur Doucan qui a fait ce travail-là. Bravo, c'est un très beau travail. Ça a déjà 5 ans. Et regardez la qualité de cet os formidable que nous avons ici, alors que la tête de notre implant est là. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut se permettre. Dans ce cas-là, alors là, je vais vous montrer un cas qui est délicat. C'est un patient qui venait de France, tout simplement, qui est bruxiste, donc qui casse tout, vous le voyez, c'est un casseur de céramique. Voilà, tout simplement. Il a même cassé sa canine, elle est fendue en 2. Si vous voyez bien, nous avons une fente ici en vestibulaire et aussi en linguale. Cette canine-là n'existe plus, ou c'est une latérale, oui, qui n'existe plus. Lors de l'extraction, regardez dans quel état nous sommes. Crête très fine, ici une très grande déhiscence, énorme.
Ici, alors on a un gap terrible et le patient veut repartir avec un bridge provisoire. Et nous avons des couronnes à droite et à gauche. Alors, je félicite le docteur Ama qui a réussi à nous faire tenir un bridge provisoire en le collant aussi sur la céramique. Ça, je ne sais pas comment il a fait, mais ça a très bien fonctionné. Et regardez un petit peu où nous étions. Ici, un gap très, très, très grand. Ici, pas de mur vestibulaire important. Et ici, une déhiscence. Alors, eh bien, on a mis seulement ces 3 implants-là en charge, tout simplement. Mais on risque beaucoup là, parce qu'on a affaire à un patient qui est bruxiste, qui risque de tout nous casser. Et là, c'est de la catastrophe. Néanmoins, ça s'est bien passé, mais on joue sur un fil, je vous le dis tout de suite. On met notre bande d'apatite aussi bien pour traiter en latéral que pour traiter une déhiscence et que pour traiter un gap. Cet implant-là ne sera pas mis en fonction. Et regardez, 5 mois après, la beauté de la gencive obtenue. Regardez comme nous étions, ici et là. C'est parfait. Mais encore une fois, on a pris un risque. Dans ce cas-là, on ne prendra pas le risque. Je vous ai montré ce cas, c'est vrai que ça ne fait pas partie du sujet du travail en un temps, mais dans ce cas-là, on ne peut pas prendre le risque. Nous avons extrait notre 42 et notre 32, nous avions ici une fistule. Regardez l'importance du déficit osseux. Que voulez-vous mettre là-dedans? Ça n'est pas possible. Alors, il faut rester ici, on va dire comme ça, serein, parce qu'elle est venue pour repartir avec un bridge provisoire. Alors, encore une fois, le docteur Amar a fait un bridge qui va tenir aussi bien sur cet implant-là et avec un splitting sur cette dent-là. La patiente a été très, très, très sérieuse pour ne pas manger dessus. Et nous avons travaillé en 2 fois. Voilà, on a mis notre bande apatite et regardez, en deuxième temps, on a pu remettre notre implant. Vous le savez très bien, on l'a vu lors de la session numéro 3, que lorsqu'une table vestibulaire osseuse est inexistante, eh bien, on peut la reconstruire très, très facilement et très bien avec le bond d'apatite. Et c'est ce qui est arrivé ici. On a mis un bel implant. Ça, c'est 4 ans après. L'implant est magnifique ici. Et voici le résultat 4 ans après. Donc, encore une fois, un implant, oui, eh bien, a été mis le jour de l'extraction avec un comblement osseux. Le deuxième, non. Alors ça, je vous demande d'être attentif parce que c'est un cas qui est très, très intéressant quant à la cicatrisation osseuse et tissulaire autour du bond d'apatite. Voici une femme qui a environ 60 ans avec un vieux bridge. Bon, vous comprenez très bien, ce bridge qui se défait tout le temps, eh bien, on va être obligé d'enlever tout ça. Elle ne veut pas entendre parler de prothèse amovible complète ou partielle, pas du tout. Donc, il va falloir faire une mise en charge immédiate, extraire et mettre le jour même les implants. Ça n'est pas un cas très difficile, on va dire comme ça, parce que nous n'avons pas beaucoup d'infections, pas de débris, de déficits osseux importants. Donc, on va pouvoir s'arranger dans un cas pareil. Regarder l'état des racines, faire les extractions avec tact. Voilà où on en est. Alors, dans un cas pareil, regardez bien où vous voulez mettre vos implants. C'est important de garder les endroits qui ont été des pontiques ici, donc qui sont avec une construction osseuse déjà présente. Mais on va utiliser aussi ces gaps. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, je vous demande de bien regarder. Regardez ce que nous avons fait. Nous avons mis un implant ici, on voit un petit peu sa tête. Nous avons mis un implant là. Pour l'instant, ici, il va falloir combler le gap, mais nous sommes bien. Il y a du sang, il y a un coffrage osseux. On va s'arranger très bien. Ici aussi, on va très bien s'arranger. Là, ça va être parfait. Et là, c'est parfait. Donc, on n'est pas très inquiet dans un cas pareil. Seulement, regardez bien. Nous allons mettre du bond d'apatite sur tous les implants que nous avons mis, sauf un seul, celui-ci. Donc le 12, en position 12. Remarquez bien, tous les implants vont être mis en charge, vous le voyez ici. La qualité de la gencive kératinisée est belle, d'accord? Seulement sur un implant, qui est le 12, nous n'avons pas mis
de bon d'apatite. Sur tous les autres implants, oui. Alors, généralement, quand on utilise d'autres matériaux, on est très inquiet quant à la cicatrisation des tissus mous autour des alvéoles où nous avons mis nos granulés ou notre pâte. On est très inquiet pour pas qu'il y ait d'effondrement, pour pas qu'il y ait de pénétration des cellules épithéliaux-conjonctives, etc., etc. Et là, c'est exactement le contraire qui va se passer. Regardez bien. Là où nous avons mis du bon d'apatite, nous avons une cicatrisation tissulaire extraordinaire. Regardez bien. Mais là où nous n'avons pas mis de bon d'apatite, la gencive n'est pas remontée. On parle de mêmes implants avec des piliers de 15 degrés. La même chose pour tous. Ça, c'est pilier droit, mais ça ne change pas. Ici a été mis du bon d'apatite, là, non. Regardez ce qui s'est passé au niveau prothétique. Le praticien a été obligé de mettre de la céramique rose uniquement sur cet implant-là. Mais tous les autres implants sont avec une ligne de sourire harmonieuse. Là où nous avons mis du bon d'apatite. Alors, c'est important de le rappeler. Vous l'avez vu, nous le reverrons dans une session qui s'appelle cicatrisation à l'aide du bon d'apatite, les formidables cicatrisations des tissus mous autour du bon d'apatite. Et là, c'est très, très intéressant de voir la différence de croissance du des tissus kératinisés au-dessus du bon d'apatite, ce qui ne s'est pas passé du tout dans un endroit où nous n'avions pas mis du bon d'apatite. Alors, maintenant, il n'y a pas de désespoir. Oui, c'est sûr qu'il n'y a pas de désespoir. Parce que je vous montrer deux cas très intéressants, des cas d'échec. Vous allez voir, un patient qui est venu donc pour extraction, 3 extractions ici. Elle nous a été envoyée, celle-là va être conservée, et puis il va falloir mettre des implants. Alors, voilà, voici la canine, on ne la voit même pas, excusez-moi la radio, hein, ça a été fait il y a 3 ans, ça, 3 ou 4 ans. Voici donc la prémolaire que nous devons aussi enlever. Lors de l'extraction de la canine, eh bien, voici ce qui est arrivé. Alors, le patient ne demande pas ici d'avoir une prothèse provisoire. Grand dilemme. Que faut-il faire? Faut-il combler et reformer cette déhiscence osseuse importante, ce déficit important, et ça, le bon d'apatite sait très bien le faire, ou peut-on implanter et corriger cette déhiscence implantaire à l'aide du bon d'apatite? Alors, vous allez me dire, David, tu nous as appris 2 règles primordiales, c'est que, 1, il faut qu'il soit dans une boîte osseuse. Eh bien, on n'est pas loin d'une boîte osseuse. Là, on a quand même un mur distal qui est pas mal, un mur vestibulaire un peu moins bien. Nous devrions, ça, on va le traiter comme il faut, il n'y a pas de souci. 3e implant, c'est impeccable. Mais que va-t-il se passer ici? Alors, jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé. Je pense que c'est un des seuls cas d'échec que j'ai dû avoir en déhiscence. Parce que lorsque j'ai mis le bon d'apatite ici et que nous avons fermé, lorsque j'ai rouvert 4 mois après, voici ce que nous avons eu. Alors oui, nous avons recouvert les 2 tiers de notre implant. Oui, ça s'est très bien passé. Mais pourquoi n'avons-nous pas recouvert ce tiers? Et si vous voyez bien, ce tiers-là maintenant, cet implant-là maintenant, dans ces 2 mm ou 3 mm du col, dépasse notre limite osseuse. Donc, nous avons perdu ici quelque chose. L'os n'est pas venu se reconstruire. Il faut savoir que l'implant est inerte. Il n'amène pas de sang. Alors, si on retourne un peu en arrière, si vous voulez bien, voilà, eh bien, c'est vrai que ça ne saigne pas beaucoup ici. Maintenant que je vois ça avec vous, ça ne saigne pas énormément. Je n'ai pas ici de caillots sanguins. Il est possible que ce soit ça. Il est possible que ce soit aussi notre fermeture, que le manque de vestibule ici, de profondeur de vestibule, ait fait que le patient ait mastiqué, ait fait des mimiques et nous ait tout simplement mobilisé ici notre bon d'apatite. Il est évident qu'on ne peut pas laisser un implant comme ça. J'ai retiré l'implant, traité au bon d'apatite. Eh bien, nous avons enlevé donc cet implant, mis du bon d'apatite, bien sûr reconstruit complètement
notre os, et voici maintenant son implant dans un coffrage osseux formidable. Voici la radio après. Donc, oui, à ce niveau-là, pourquoi ai-je pris le risque? Pourquoi ai-je eu un échec très partiel, mais qui est suffisant pour retirer l'implant? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il sort quelque chose. C'est qu'il n'y a pas de désespoir, parce qu'une fois enlevé l'implant, on reconstruit à l'aide du banc d'apatite. Deuxième cas que je voulais vous montrer, eh bien, c'est ce cas-là de cette personne qui est venue donc avec une suppuration chronique ici et aussi à ce niveau-là. Regardez un petit peu l'étendue de l'infection et du déficit osseux. La même chose ici. Quand on ouvre, regardez un petit peu ça, c'est terrible. Là aussi, que fallait-il faire? Que fallait-il faire dans un cas pareil? Faut-il reconstruire? Ou peut-on mettre, regardez, on a quand même ici un bel os, peut-être qu'on va pouvoir mettre un... Eh bien, je me suis dit, là, en tant qu'essai, je vais essayer. Je vais essayer de mettre quand même mes implants et de travailler en un temps. Alors, voilà ce qui a été fait. Ça a été mis en un temps. Aujourd'hui, je sais pourquoi cet implant-là n'a pas pris. Ce n'est pas que nous n'avons pas eu de reconstruction osseuse, nous avons eu une reconstruction osseuse. Mais cet implant n'a pas pris, tout simplement parce que, faute de débutant, on va dire comme ça, je n'ai sûrement pas bien, et la photo le montre, nettoyé suffisamment le tissu de granulation. Et c'est ce qu'il fallait faire avant de mettre cet implant-là, bien que nous ayons obtenu de l'os. Donc, nous avons retiré tout simplement cet implant-là. Là, nous avons un site formidable pour le banc d'apatite. Nous avons remis du banc d'apatite. Et aujourd'hui, elle est avec son bridge. C'est le cas que vous avez vu lors de la dernière session. Voici l'endroit où nous avons obtenu un os formidable. Donc, il n'y a pas de désespoir. On peut aussi réparer lorsque nous n'avons pas obtenu un succès total. Et là, avant que nous terminions notre session, je vous demande de bien regarder ce film où une dame d'environ 60 ans est venue, bien sûr avec une hygiène pas bonne du tout, et puis un bridge qui est donc à enlever. Nous ne savons pas ce que nous allons faire de ce cas-là. Est-ce que nous allons mettre des implants ou pas, ou reconstruire un temps ou 2 temps? Nous ne savons pas encore. On ouvre. Voilà. Regardez un petit peu où on en est. C'est infecté de tous les côtés. Nous allons enlever les dents, eh bien, les racines qu'il va falloir enlever. Enlever maintenant bien comme il faut. Ça, j'ai bien appris. Il faut bien enlever le tissu de granulation parfaitement. Et regardez où on en est. Vous voyez, je m'arrête, je fais un arrêt pause. Regardez un petit peu cette déhiscence. Nous sommes dans un secteur esthétique. Une patiente qui ne brosse pas bien. Regardez ces déhiscences. Aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je pense que j'aurais travaillé exactement à l'inverse de ce que j'ai fait lors de ce film. Et vous allez voir ce que nous avons fait. Eh bien, nous avons commencé à mettre nos implants. Nous sommes à 16 mm de forage. C'est vrai, ici aussi, on va pouvoir s'arranger, 16 mm de forage. Ici aussi, mais on n'a pas beaucoup. On a peut-être 4 ou 5 mm. On met nos implants un petit peu plus profondément que d'habitude, peut-être 3 mm en dessous de la crête. Nous avons un caillot qui se forme, c'est bon. Ici aussi, c'est mieux que tout à l'heure, beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais croyez-moi, eh bien, j'en tenais pas fort lors de cette opération. Nous mettons notre banc d'apatite avec un seul lambeau, un lambeau d'épaisseur totale, pas d'épaisseur partielle, un lambeau minimal qui nous permet de voir uniquement le fond de notre déficit osseux. Grand point d'interrogation. Est-ce que ça va marcher ou pas? La provisoire ici sera donc un flipper, c'est-à-dire une prothèse provisoire partielle, amovible. Lorsque vous voyez ça, eh bien, il faut redonner un coup de compresse sur
sur notre bande apatite, c'est ce que nous avons fait. Vous ne le verrez pas dans le film, mais là, il faut redonner un coup de compresse pour rendre compact, encore une fois, le matériau. Et nous avons fermé. Voilà comment ça s'est passé. Et voici, avec le bac de cicatrisation, le résultat 4 mois après la réalisation de la prothèse chez son prothésiste, chez son praticien, 2 ans après. Alors, est-ce que j'aurais fait ça aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je suis même pratiquement sûr que je n'aurais pas fait ça en un temps aujourd'hui. Pourquoi? On va en parler. Maintenant, nous allons voir le tout premier cas de notre session. Rappelez-vous cette prémolaire. Vous vous rappelez cette prémolaire? Ben voilà. Qu'avez-vous décidé? De le faire en un temps ou en 2 temps? Après tout ce que vous avez vu maintenant de la session que nous avons passée ensemble, est-ce que vous auriez fait ça en un temps ou en 2 temps? Vous avez vu des cas formidables qui ont très bien marché. Vous avez vu donc les éléments qui nous incitent à faire ça en un temps. Vous avez vu des cas où nous avons eu un résultat partiel, un cas. Est-ce que vous vous tentez? C'est la femme de votre ami. C'était le cas d'ailleurs. Eh bien, dans un cas pareil, j'ai travaillé en 2 temps. J'ai mis tout simplement du bande apatite. J'ai fermé. Et 4 mois plus tard, c'était 6 mois plus tard, elle est revenue comme ça pour mettre un très bel implant avec une corticale palatine reformée complètement. Regardez, c'est formidable ce que nous avons obtenu. Sans lambeaux, sans membrane, sans vis de fixation. C'est son os à elle, entièrement son os à elle. C'était du sulfate de calcium pur. Regardez ce que nous avons obtenu. Et juste avant, vous avez vu un film avec 3 implants dans le secteur antérieur où nous avons travaillé en un seul temps. Comment décider? Conclusion. Concernant le dilemme, opération en un temps ou 2 temps, il y a une partie objective. La partie objective, c'est que votre implant doit être stable. C'est que votre implant doit être dans un coffrage osseux. La déhiscence, vérifiez qu'elle ne soit pas trop importante. Et que votre chirurgie ne soit pas trop difficile pour vous. Ne rentrez pas dans les chirurgies difficiles si vous pouvez tout simplement, en 10 minutes, mettre du bande apatite et fermer tout ça. Maintenant, il y a une partie subjective qui appartient à chaque praticien selon son côté innovateur, selon son côté fonceur, ou plutôt son côté conservateur, selon son humeur, selon les demandes du patient, selon son courage, selon ce que vous voudrez. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai aidé lors de cette session à comprendre un peu le challenge et ce dilemme d'opérer en un temps ou en 2 temps. Merci à vous.